Trump permettra-t-il un rebond du dollar américain sur le marché des changes? A-t-il les moyens de le bloquer? Le point bas du dollar US est-il en train d'être fait? Attendez les amis, je vous donne le plan, vous allez voir, ça va être intéressant. Première partie, l'objectif économique affiché par l'administration Trump, la compétitivité commerciale. Ça, c'est l'objectif. Bon, on va le rappeler, on va le détailler, on va l'illustrer. Deuxième partie, existe-t-il des mesures et des moyens concrets pour l'administration Trump d'agir sur le taux de change du dollar américain, de contrôler le taux de change du dollar américain, d'intervenir, à l'image par exemple, de ce que fait le gouvernement japonais de temps en temps par l'intermédiaire de la Banque centrale du Japon. Troisième partie, l'objectif pour l'administration Trump. L'objectif d'atteindre cette compétitivité commerciale, l'objectif d'un dollar faible, de taux d'intérêt bas, passe par la prise de contrôle progressive du FOMC, cet organe exécutif qui décide de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Il ne suffit pas de nommer un nouveau patron de la Fed. Nous allons regarder exactement le jeu de pouvoir, le jeu d'influence, comment ça fonctionne. Mais effectivement, oui, Trump permettra-t-il un rebond du dollar américain par la prise de contrôle progressive de la Fed? Bien sûr que son objectif est de ne pas permettre ce rebond. Et en face, il y a des forces de marché, bien sûr, dont nous allons reparler. Alors, quatrième partie, vous l'avez constaté, le dollar US a depuis longtemps perdu son statut de valeur refuge, au profit largement de l'or. On peut aussi parler du franc suisse, du yen. Ok, très bien. Ça, c'est important, et je vais vous refaire un point statistique sur ce sujet. Cinquième partie, là, je vais faire un tour d'horizon technique du dollar, mais complet. Attention, nouveauté, on regarde, parce qu'on parle beaucoup du DXY. Vous savez, le dollar américain face à un panier de devises. Mais ce ne sont que les devises occidentales face à lui. Et quid des pays émergents? Quid de la Chine, de l'Inde, du Brésil, du Mexique, de la Corée du Sud, etc. Le dollar US est-il en train de faire un bottom? Nous allons regarder où il en est sur le plan technique via le DXY et via les paires majeures du FX, traditionnel, l'euro, la livre sterling, le yen, etc. Mais aussi, nous allons regarder la tendance du dollar mexicain, le dollar américain, face à la monnaie indienne, la monnaie chinoise, la monnaie mexicaine, la monnaie brésilienne, la Corée du Sud, et j'en ai un sixième qui me sort de la tête. Bref, quelle tendance technique du dollar US face à un panier de devises occidentales et des principales puissances émergentes? Et enfin, dernière partie, vous le savez, je l'ai beaucoup décrit, le dollar américain, les institutionnels sont bêchés sur le dollar américain depuis de nombreux mois, ont d'ailleurs parfaitement accompagné ce mouvement. Alors le dollar tente une stabilisation, on le voit, depuis quelques séances. Alors ça reste quand même faiblard, hein. Il n'y a pas dépassé de résistance technique majeure, c'est ce qu'on va regarder dans la partie technique, mais les institutionnels ont toujours été short. Sont-ils en train de renverser la vapeur, alors que récemment, Trump, lorsqu'on l'a interrogé sur ce taux de change du dollar américain, même si officiellement l'administration Trump cherche un dollar fort, le secrétaire au Trésor l'a rappelé. Strong dollar policy. Dans les faits, il se frotte bien les mains d'avoir un dollar US qui baisse. Chers amis, Trump permettra-t-il un rebond du dollar US? Peut-il s'opposer aux forces de marché? Que dit l'analyse technique? Que dit la tendance du dollar face aux devises des pays occidentaux? Que dit la tendance du dollar face aux devises des grandes puissances dites émergentes? Quel est l'objectif caché? Il n'y a pas que la compétitivité commerciale. Il y a autre chose. N'oubliez pas, le déficit budgétaire, la somme des déficits budgétaires qui alimente la dette, la soutenabilité de la dette publique US. Et là, c'est probablement un enjeu qui dépasse le simple enjeu de la compétitivité commerciale. Alors, dans ce contexte, les États-Unis même, et pas finalement que l'administration Trump, peuvent-ils se permettre un rebond durable du dollar américain? Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Permettra-t-il un rebond du dollar US? Point global technique sur le dollar américain, donc face aux devises occidentales, face aussi aux devises des pays émergentes. Un dollar qui essaye de bottomiser, d'inscrire un creux, alors qu'il a été en 2025 la devise la plus faible du marché des changes et qu'il a démarré l'année avec un nouveau plus bas. Vous avez vu le pump de l'euro-dollar en direction des 1,20 qui depuis retrace. Et des déclarations dans ce temps de Trump qui finalement
n'applaudit pas la baisse du dollar US, mais enfin, l'applaudit finalement de manière implicite, alors que pourtant, à côté de ça, d'autres voix du gouvernement, notamment le secrétaire au Trésor, rappellent que l'Amérique a une politique de strong dollar, ce qui en fait est complètement faux. C'est ce dont nous allons parler. C'est parti. Trump permettra-t-il un rebond du dollar américain sur le marché des changes? Le plan, je vous l'ai donné, donc je déclare cette session ouverte. Laissons tranquillement le rideau s'ouvrir. Le programme, je vous l'ai donné à l'instant dans l'introduction. Première partie, les avantages d'un dollar US faible pour l'administration Trump. Deuxième partie, existe-t-il des mesures concrètes officielles pour maintenir un dollar faible? Donc voilà, concrètement, voilà. Est-ce qu'il y a déjà... Alors déjà, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a une volonté? Troisième partie, vous allez voir qu'en fait, cet objectif de maintenir un dollar à un niveau bas et surtout d'obtenir des taux d'intérêt plus bas passe par la prise de contrôle progressive de la Réserve fédérale des États-Unis. Je vais vous expliquer comment ça... Il ne suffit pas de nommer un nouveau patron de la Fed. Nommer un nouveau patron de la Fed qui marche avec Trump ne suffit pas à prendre le contrôle de la politique monétaire. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Quatrième partie, incertitude politique et économique. Donc vous allez voir que le dollar, c'est un fait. Depuis 4 ans, on n'a plus ce statut d'actif refuge. Sur le plan technique, le dollar US, alors, n'a pas encore dépassé la résistance. Peut-être qu'il le fera. Il semble de bottomiser. On va regarder le dollar face au DXY. Et puis, bon, il faut élargir. Même si dans le DXY, vous n'avez pas de devise émergente, la vraie tendance du dollar, c'est le DXY. Donc, c'est-à-dire la tendance du dollar américain face à un panier de devises occidentales, mais aussi l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique, la Croatie, les grandes économies dites émergentes. Bon, parce qu'on peut encore parler de la Chine comme un pays émergent. Les institutionnels, eux, pour le moment, sont toujours short du dollar américain. Selon les données du Cote Report, c'est ce qu'on va regarder. Et c'est ça, rappelez-vous, pour pouvoir parler d'un bottom du dollar américain, il faut à la fois un signal de creux et de dépassement de résistance confirmé par une inversion du positionnement institutionnel. Ça, vous connaissez le topo. Alors, Trump permettra-t-il un rebond du dollar américain? En tout cas, il ne le veut pas. Donc, bien sûr, il n'a pas le contrôle du change, mais il ne le souhaite pas. L'objectif économique principal de l'administration Trump, depuis, alors c'était déjà le cas lors du premier mandat, mais ça l'est davantage depuis la prise de fonction du second mandat, depuis début 2025. Rappelez-vous l'année dernière, le choc boursier de mars-avril, le lancement des tarifs douaniers dits réciproques. L'objectif de l'administration Trump, c'est pas de contenir l'inflation. L'objectif, il est sous vos yeux. L'objectif, il est de réduire le déficit commercial. Et ça, c'est presque une lubie personnelle du président qui considère que pour lui, avoir un déficit commercial avec un pays, c'est un pays qui lui vole de l'argent. C'est l'agrégat macro que regarde le président Trump, il est sous vos yeux. C'est pas le taux d'inflation, c'est ça. United States Balance of Trade. D'ailleurs, notez que depuis l'engagement des tarifs douaniers réciproques, il y a eu une réduction du déficit commercial, mais là qui vient de réaccélérer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'entre-temps, depuis cette réaccélération du déficit commercial, il y a des prises de parole du président Trump contre à nouveau certains pays, pour les accords commerciaux, pour remettre la pression, etc. Donc l'avantage théorique d'un dollar plus faible, bien sûr, ça rend les exportations américaines moins chères à l'étranger, ce qui peut donc améliorer la compétitivité prix US à l'international. Bien sûr qu'il n'y a pas que le facteur prix, mais ça compte. Objectif, réduire les déficits commerciaux si les exportations augmentent davantage que les importations. Alors, ce qui a été en soi, donc, lorsque vous regardez ici précisément, on va zoomer sur le graphique, lorsque vous regardez précisément les datas depuis la prise de fonction de Trump, vous voyez, ça, ici, rappelez-vous, là, avril, c'était l'annonce des droits de douane réciproques. Il y a eu une réduction significative du déficit commercial, et puis là, début d'année 2026, boum, ça repart. Donc ça, il n'aime pas. Ça, il n'apprécie pas. Mais on voit l'impact. Vous constatez l'impact du dollar faible, des tarifs douaniers, etc. Bien sûr, la balance commerciale n'est pas excédentaire, et c'est l'objectif ultime du président Trump. Retrouver une balance commerciale qui soit excédentaire. Alors, bon, pourquoi considérer que cette baisse du dollar US est justifiée? Et c'est tout simplement parce que l'administration Trump considère que la Chine, elle, pratique des prix extrêmement bas, sans parler du vol technologique, qu'un certain nombre de pays, notamment le Japon, ont des devises extrêmement faibles via, depuis de nombreuses années, une politique monétaire ultra accommodante, alors ce qui est en train de changer pour le Japon, mais donc tout ça, ça les énerve. Est-ce sa priorité officielle? Non. Il n'existe pas de politique déclarée dont l'objectif soit la recherche de la compétitivité commerciale via une chute du taux de change. Jamais le gouvernement américain, je dis bien jamais, et même aucune voix au sein de l'administration Trump, a dit qu'affaiblir le dollar était un objectif. D'ailleurs, même, c'est le contraire. Mais tout ça, bien sûr, vous avez compris, est un jeu de dupes. Ça est un voile
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a encore rappelé, donc officiellement, ils ont une politique de strong dollar. Ils l'ont toujours répété, un dollar fort, l'Amérique, la force du dollar, etc. Sauf que maintenant, les échanges commerciaux font que la compétitivité plus structurelle de certaines grandes économies dites émergentes, voire parfois même maintenant plus vraiment émergentes, font que l'outil du change, la dévaluation, si vous voulez, du dollar US, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de dévaluation du dollar. Le gouvernement ne contrôle pas le taux de change. Ça, c'est libre. Le dollar évolue sur le marché d'échange flottant. Il n'y a plus le choix maintenant. Pour réduire ce déficit commercial, il faut l'instrument du change et il faut aussi, bien sûr, l'instrument des taux d'intérêt pour permettre aux entreprises américaines d'emprunter à bas coût, d'investir, de se restructurer et de gérer aussi une compétitivité plus structurelle. Donc, l'objectif économique affiché, c'est la compétitivité commerciale. L'outil du change, il est majeur. En partant déjà de ça, de cette observation, non, Trump ne permettra pas, ne veut pas permettre. On ne va pas parler au futur, mais ne permet pas, et ne le permet pas. Par contre, il n'y a pas de contrôle. Alors, existe-t-il des mesures concrètes pour maintenir un dollar faible? Alors, vous allez voir que c'est en débat. Non, il n'y a aucune intervention directe. Comment ça se passe une intervention sur le marché des changes? Souvent, vous entendez dire les banques centrales interviennent. Erreur. Aucune banque centrale n'intervient directement sur le change sans en avoir référé au gouvernement. Mieux que ça, c'est le gouvernement qui décide. Et l'outil, c'est la banque centrale. Par contre, la banque centrale, elle peut intervenir sur les taux d'intérêt, elle fait ce qu'elle veut. La politique monétaire est indépendante, elle gère les taux d'intérêt. Donc là, elle peut intervenir, acheter des obligations pour baisser les taux, etc. Le change, ce n'est pas le cas. Prenez l'exemple de la Banque centrale du Japon. Il y a eu un certain nombre d'interventions, alors ça je vous ai fait une émission spéciale la semaine dernière sur le yen, un certain nombre d'interventions de la Banque centrale du Japon lorsque l'USD yen était entre 160 et 162, il y en a eu encore d'autres dans le passé. Ces interventions de la Banque centrale du Japon sont sur instruction directe du gouvernement japonais. Donc, il n'y a pas d'intervention directe, il n'y a jamais eu d'instruction du ministère de l'économie à la Fed pour agir sur le taux de change. En revanche, il y a bien sûr le verbe, la force des mots, la communication. Et bon, quand vous entendez le président Trump qui, il y a 2 semaines, salue la baisse du dollar américain, alors officiellement, on a une politique de strong dollar, mais en fait, lorsque vous entendez un président qui dit que finalement le dollar trouve son taux de change naturel, son taux de change de marché, c'est qu'en fait, implicitement, il applaudit. Alors, pas d'intervention directe, oui et non. Intervention suspectée concernant le taux de change USD. Récemment, vous l'avez vu que le dollar yen a chuté de 160 à 152 avant de rebondir. Officiellement, il n'y a pas eu d'intervention des autorités japonaises. Officieusement, voilà ce qui est relaté par la presse spécialisée, c'est qu'il y aurait eu une concertation entre les autorités japonaises et les autorités américaines pour éviter justement que le dollar s'envole face au yen et que le yen continue de chuter. Il en va des déséquilibres commerciaux entre le Japon et les États-Unis. Et ça, c'est un stress massif. C'est pour ça que j'ai commencé cette présentation par vous rappeler quel était l'agrégat macroéconomique que regarde tous les matins, j'exagère peut-être avec tous les matins, le président Trump et son administration, le déficit commercial. Le déficit commercial. L'objectif est de réduire le déficit commercial, voire d'atteindre l'excédent commercial. Et peu importe l'inflation, pour ça il faut des taux bas, il faut un dollar plus bas, etc. etc. Donc, non, pas d'intervention directe. Alors, Trump le permettra-t-il? On voit qu'officiellement, il n'y a pas de politique de dollar faible, il n'y a pas de mesures concrètes, il n'y a rien dans la loi qui permet justement d'agir directement et de manipuler le change. Bon. Alors, il peut y avoir des interventions, par exemple concertées avec pour le dollar yen. Si c'est concerté, à un moment ou à un autre envisager qu'il y a des capitaux aussi qui interviennent, que la Banque centrale du Japon n'a pas agi seule. Pourquoi pas, et c'est beaucoup mis en avant, un duo réserve fédérale BOJ, mais jamais la Fed admettra être intervenue. Jamais. Alors moi je suis persuadé que là, en début d'année, lorsque vous avez eu le drop de 158 à 152, la Fed et la Banque centrale du Japon sont intervenues. Donc, attention. Trump permettra-t-il un rebond du dollar américain? En tout cas, il ne le souhaite pas et fait tout pour que cela n'intervienne pas. Alors, il ne peut pas contrôler directement le change. Par contre, il y a quelque chose qu'il peut faire,
c'est prendre le contrôle progressif de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors vous n'êtes pas sans savoir que donc, Donald Trump a nommé un nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh. Alors, Jérôme Powell quitte son poste au mois de mai. Attention, Jérôme Powell va quitter son poste de président de la Fed. Mais la Fed, Powell, c'est pas lui qui décide seul. Il y a 12 membres votants au sein du comité de politique monétaire. On appelle ça le FOMC. À chaque décision de politique monétaire, les 12 membres ont une voix. Le président de la Fed a une voix. Par contre, en cas d'égalité, c'est lui qui décide, il a beaucoup de pouvoir, il a de l'influence, il organise toute la structure de fonctionnement de la Fed, et donc au final, très souvent, il emmène avec lui des gens, donc il a plus d'une voix dans les faits. Il tranche, il n'a pas de veto, par exemple. Il ne peut pas s'imposer face aux autres. Bon, ok. Mais tout de même, donc, à partir du mois de mai, Powell part, Kevin Warsh arrive. Donc on se retrouve, il y a 12 membres votants, il y a des permanents, il y en a qui sont en rotation. Mais vous ne prenez pas la tête avec ça, 12. Vous avez donc déjà 3 personnes nommées par Trump, dans le sens de Trump, Bowman, Miran et Waller. Ça fait déjà 3 sur 12. Avec Kevin Warsh, ça fera 4 sur 12. La majorité, c'est 7. En cas d'égalité, 6, c'est le patron de la Fed qui compte. Donc déjà 4 sur 6, c'est pas mal. Et il y en a qui sont plutôt dovish. Donc on peut facilement arriver, en ayant déjà 4 personnes nommées par Trump, Warsh, Bowman, Miran et Waller, déjà, il y a une prise de contrôle qui est pas loin d'être totale. Il y en a qui sont parfois dovish, donc vous êtes à 6. Et alors, bien sûr, Trump continue. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire, Trump? Powell part. Mais il ne quitte pas le FOMC. Il quitte son siège de patron de la Fed. Mais sa place dans le FOMC, elle va jusqu'à 2028. Et actuellement, vous voyez qu'il y a des pressions judiciaires contre Powell. Ils ont entamé une attaque en justice concernant les rénovations de je ne sais plus quel bâtiment de la Fed pour mettre la pression sur Powell, pour pas qu'il reste. Parce que si Powell décide de rester jusqu'en 2028 à son poste au sein du FOMC, pas président mais un membre normal, bah, c'est moins de contrôle. Donc là, si l'administration Trump arrive à faire partir Powell, si Powell décide de ne pas rester, il peut le décider. Il peut décider de ne pas rester, jugeant l'environnement pas trop conflictuel. Et ben là vous aurez une vraie prise de contrôle de la Fed. Et derrière, l'objectif, Trump demande des taux à 1%. La Fed est à 3,75. Le taux neutre, c'est on va dire 2,5-3. Bon, mécaniquement, si la baisse des taux reprend avec la désinflation, ça va agir à la baisse sur le dollar. Ça va agir à la baisse sur le dollar US. Bon, en tout cas, via aussi la baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt à court terme. Donc, il y a effectivement une démarche qui est mise en place pour neutraliser toute tentative de rebond du dollar. Parce que le dollar essaie là de bottomiser, même s'il est encore sur ses plus bas, il essaie de bottomiser. Donc là, vous avez quelque chose de majeur à surveiller. Et alors déjà, il faut que Kevin Warsh soit confirmé par le Sénat. Ensuite, il va y avoir la passation au mois de mai. Donc, si vous regardez les dates de manière précise, eh bien, Jérôme Powell sera encore à la tête de la Fed pour la décision du 18 mars. Jérôme Powell sera encore à la tête de la Fed pour la décision du 29 avril. Par contre, pour la décision de politique monétaire du 17 juin, ce sera Kevin Warsh. Alors, est-ce que Powell sera encore présent le 17 juin? Ou aura-t-il quitté son poste de président et de membre du FOMC? Et il y a un autre poste qui est clé, c'est le patron de la Fed de New York. Parce que c'est la Fed de New York qui gère notamment la politique monétaire non conventionnelle, l'action sur le bilan. Ou M. Williams, qui n'est pas du tout un soutien de Trump. Et il y a des pressions qui sont faites pour que lui décide aussi. Parce que tous ces gens-là, ils sont en poste jusqu'à 2030 et quelques. Donc il faut qu'ils démissionnent. Pour les pousser à démissionner, il faut créer un environnement qui les pousse à démissionner. Il y a des choses qui sont faites pour essayer de prendre aussi le contrôle de la Fed de New York. Alors là, autant vous dire que si c'est quelqu'un qui est nommé par Trump qui prend la tête de la Fed de New York, plus le patron de la Fed, la politique monétaire est décidée à la Maison-Blanche. Et là, derrière, il y a vraiment peu de probabilité que le dollar soit à même de rebondir. Donc tout ça sera passionnant. Alors, dans les éléments aussi qui font que le dollar a du mal à rebondir, ça je vous en avais déjà parlé, beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le dollar, historiquement, valeur refuge, ce serait géopolitique, etc. Ça a changé, et ça a changé. Alors, ça a changé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous avez ici ces statistiques que je vous remontre. Le Z-score d'un certain nombre d'actifs connus comme étant historiquement avec un aspect refuge. Le dollar américain, le DXY, c'est le code du dollar. Le yen, le franc suisse, les obligations américaines et l'or. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 2022, le dollar, il est dernier. Il est dernier dans ce top 5 des actifs qui historiquement ont un aspect refuge. Dernier dans ce top 5 des actifs donc, qui historiquement ont un aspect refuge. Donc ça, c'est aussi effectivement un élément en moins
pour envisager un rebond du dollar américain qui soit durable. Alors après, ça peut se matérialiser sur le plan technique, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Très souvent, moi, donc, quand je vous fais le suivi du dollar américain, vous savez, j'analyse le DXY. Le DXY, vous savez, c'est le code du dollar américain face à un panier de devises. Donc là, il essaye de... Alors, le dollar est sur ses plus bas depuis 4 ans. D'ailleurs, il vient de faire quasiment l'objectif que j'avais fixé de longue date pour la VAC C, le High LC, mais on s'en fout. Il essaie de bottomiser, là. Il essaie peut-être de faire un double bottom ou un range. Bon, il n'a pas encore dépassé de résistance comme ce fut le cas en janvier 2018 et en novembre 2021. Mais voilà, il a fait donc un nouveau plus bas cette année. Il a fait un nouveau plus bas le 28 janvier. Donc moi qui n'ai pas arrêté de dire que le dollar était faible, que les institutionnels n'achetaient pas, voilà. Maintenant, est-ce que ça change? Il tente un rebond, là, est-ce que ça change? Ça va être passionnant. Si vous voulez, le dollar, souvent, le DXY, c'est le dollar face à l'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise, le franc suisse. Mais finalement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de la Suède? Est-ce qu'on s'en contrefout pas complètement du Canada? Bon. Et même l'Empire britannique. C'est du passé. Enfin, ce qu'il en reste, quelques îles, là-haut, au-dessus. Et n'oublions pas le Mexique, le peso mexicain, le yuan renminbi, le réal brésilien, le rand sud-africain, le won sud-coréen, la roupie indienne. Voilà des économies qui sont massives, majeures maintenant, notamment la Chine et l'Inde. Donc pour moi, j'estime que malheureusement dans le DXY, il n'y a pas d'équivalent de DXY émergent. Il y a des ETF machin, mais il n'y a pas officiellement. Donc pour moi, j'estime que la vraie tendance du dollar, c'est la moyenne entre la tendance du DXY et la tendance de l'USD MXN, l'USD CNY, l'USD BRL, l'USD ZAR, l'USD KRW, l'USD INR. Et effectivement, si vous avez... Alors, dans le DXY, en fait, on regarde que l'euro et le yen. Regardez le poids. L'euro, c'est 57% du calcul du DXY, le yen, 13%. Voilà. Donc déjà, euro-yen, c'est 70%. Je ne dis pas qu'on s'en fout du reste, mais bon. Donc si vous voulez, le dollar, pour qu'il soit haussier, il faut que l'euro-dollar casse un support, il faut que l'USD-yen dépasse une résistance, et en même temps, pour que le dollar rebondisse, il faut que l'USD MXN donne un signal haussier, que l'USD CNY donne un signal haussier, que l'USD BRL donne un signal haussier, que l'USD ZAR donne un signal haussier, que l'USD KRW donne un signal haussier, que l'USD INR donne un signal haussier. À partir du moment où là, vous allez avoir ces deux-là, plus ces six-là qui donnent des signaux bullish, oui, vraiment, vous allez avoir une force de marché qui arrive à la hausse sur le dollar. Ça va être difficile pour l'administration Trump de se mettre en face, sauf vraiment à prendre le contrôle de la Fed. Donc pour moi, c'est passionnant et maintenant j'essaierai. Voilà, ce sera. J'ai souvent dans mes Fast and Forex suivi ce spectre-là. Je vais maintenant de plus en plus me concentrer parce qu'il ne faut pas les ignorer. Ces pays émergents qui, au passage, d'ailleurs, ont des marchés actions qui sont décorrélés de Wall Street moins chers. Je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait il y a 2 semaines sur ces marchés actions qui sont de belles tendances haussières, beaucoup moins chères que Wall Street, et ça permet de se diversifier. Donc justement, regardons ça. Alors, déjà, en commençant par le DXY, aucun signal bullish tant qu'on ne dépasse pas cette résistance. Voilà. Vous voyez qu'il y a une pattern, il y a des divs, il y a des choses, ok. Il y a effectivement le début de quelque chose, mais pour obtenir un signal haussier sur le dollar, il faut dépasser les 101, 102 points. D'ailleurs, les 101, 102 points, système Ishimoku, hop, Kumo, vous voyez, c'est le Kumo. Donc, pour l'instant, c'est un range. D'ailleurs, vous savez, il y a le débat hausse-baisse. Trump ne tolérera pas un rebond du dollar comme ce fut le cas dans la deuxième année de son mandat ou en 2021. Où Trump veut l'effondrement du dollar. Et au final, le marché peut faire balle au centre. Le marché peut... Vous savez, si le dollar reste comme ça dans un range ici, l'administration Trump s'en contente. Parce que c'est un dollar quand même globalement faible par rapport à ses plus hauts de 2022. En tout cas, pour l'instant, le dollar tombe un double rebond, mais au stade actuel ne dépasser aucune résistance. L'enjeu, c'est 101, 102 points. De la même façon... Alors, l'euro-dollar, lui, il a poussé, c'est le contraire du DXY. Le dollar, il est bullish si l'euro-dollar casse un support. Le dollar devient haussier si l'euro-dollar casse les 1,15. Voilà, c'est ça. C'est ce gros niveau, bord du gouffre technique, voilà, 1,15. Tant qu'on est au-dessus des 1,15, euro-dollar bullish, et donc dollar bearish. Le GBP USD, alors même lui, il s'est repris. Alors attention, lui, il approche d'une énorme zone de résistance. Ça commence à être un peu touchy. On a cette espèce de structure ici en wedge. Alors, je vous ai dit qu'on regardait que l'euro et le yen. C'est quand même une structure ici qui est intéressante. Mais effectivement, lui va arriver dans une zone de top. Mais en réalité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'euro-dollar et le dollar-yen. Un signal, donc le dollar américain, donnerait un signal fortement haussier face au yen en dépassant les 159 et les 162 yens. Mais c'est une zone d'intervention des banques centrales. La BOJ, c'est sûr. La Fed, probablement. Donc, cette zone-là, les banques centrales ne laisseront pas passer. Quant à l'euro-dollar,
Tant qu'il est au-dessus des 1,15, c'est bullish. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de signaux haussiers de moyen terme sur le dollar. Maintenant, si vous regardez par rapport aux pays émergents dont je vous ai parlé, donc vous avez l'USDCNY, l'USDCNH et le yuan offshore, l'USDMXN, l'USDBRL, l'USDZAR, l'USDKRW et l'USDINR. Ok, donc première chose, le dollar face à la roupie indienne, superbe tendance haussière. D'ailleurs, cette faiblesse de la roupie indienne a expliqué une bonne partie de la performance du marché action indien. C'est en train de se retourner à la baisse. Le dollar US est en train de faire un top face à la roupie indienne, donc plutôt perspective de baisse. Belle tendance haussière, vous avez vu le gap, ça se renverse, on est au piche, ça diverge, ok. Le dollar américain face au won sud-africain, là c'est une tendance haussière, sud-coréen, n'importe quoi, là c'est une tendance haussière bien construite. Si on dépasse ce niveau, la tendance haussière se poursuit, là c'est bullish. USD-ZAR, ok, rente sud-africain, c'est bearish, on vient de casser un support, il y a eu un renversement baissier, voilà, dollar US faible. USD-BRL, pareil, c'est un range entre 4 et 6, on vient de rejeter dans la partie haute, on vise cette zone, dollar US bearish. USD-MXN, le dollar US est aussi bearish, et la prochaine zone de support est ici. Alors l'USD-CNY, là, le dollar face au yuan, c'est sans appel, triple top. 1, 2, 3, cassure ligne de coup, ça va aller ici. Donc, finalement, si on fait la synthèse de tout ça, face à l'euro, au yen et à ces 6 devises émergentes, on voit que les signaux bullish, c'est 10%. Donc au stade actuel, le dollar face à l'euro, au yen, au peso mexicain, au yuan, au réal, au rand sud-africain, au won sud-coréen et à la roupie indienne, le dollar ne donne pas de signal de renversement bullish. Donc, pour le moment, est-ce que Trump permettra un rebond du dollar américain ? Pour l'instant, le dollar il s'est simplement stabilisé, il ne donne pas de signaux bullish. Et en plus, il essaie de prendre le contrôle de la Fed pour bien faire en sorte que le dollar se maintienne à un niveau bas. Et d'ailleurs, si vous regardez donc les positions institutionnelles, selon le dernier rapport Commitment of Traders, la position nette reste largement bullish sur l'euro-dollar chez les institutionnels. Et donc, si c'est sur l'euro-dollar, c'est donc bearish sur le dollar américain. Donc, au stade actuel, eh bien, les institutionnels restent bearish sur le dollar américain face à un panier de devises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.